Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal. En voici les principales articulations. La rédaction du statut particulier des enseignants au Togo suit son cours. Ce mercredi, le comité en charge de cette mission a fait le point de ses activités au Premier ministre et chef du gouvernement qui se félicite de ses avancées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Enseignants qui se félicitent également du taux de réussite au BEPC cette année dans notre pays. Un taux en légère hausse que l'année dernière après la proclamation des résultats ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, comment sont exploitées les parcelles concédées par l'État aux entreprises dans le secteur industriel? Le ministre en charge de l'industrie et du tourisme est allé aux nouvelles ce matin. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. D'abord, sachez que le président de la République, Faure Sojimna Nyazingbe, a eu un entretien ce matin avec le directeur général Afrique de l'Ouest du groupe de la Banque africaine de développement BAD, M. Janvier Litier. Leurs échanges ont porté sur le partenariat fructueux entre la BAD et le Togo. Les activités du groupe dans notre pays et les projets financés ont été passés en revue. À sa sortie d'audience, le directeur général Afrique de la BAD a assuré la presse que les discussions ont été positives. Nous l'écoutons au micro de Tchassenam Baga. Le président de la République togolaise m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin pour discuter du partenariat entre la Banque africaine de développement, votre banque et la République togolaise. Nous avons donc parlé de portefeuille actuel et nous avons aussi parlé des activités futures, n'est-ce pas, notamment son projet de création d'agropoles au Togo. Ces agropoles qui vont permettre de créer des niches, n'est-ce pas, de prospérité avec ce que cela comporte comme énergie, comme infrastructure et comme transformation de l'agriculture dans ces zones. Nous avons certainement parlé aussi d'un volet important de ces activités, de ces actions cette année, notamment le social, avec n'est-ce pas, les actions que le Togo mène avec l'appui de la Banque africaine de développement pour l'emploi des jeunes, mais aussi pour l'inclusion financière des femmes les plus vulnérables. Évidemment, le président de la République est aussi président du Conseil de l'Entente, dont nous avons parlé de la nécessité, n'est-ce pas, d'améliorer tout ce qui est infrastructure routière, maintenance des infrastructures routières. Et nous avons aussi parlé notamment de la CEDEAO, dont il est aussi le président en exercice, n'est-ce pas, des projets notamment du tronçon Abidjan-Lagos, où le Togo figure en très bonne place, n'est-ce pas, en tant que plateforme logistique. Donc des discussions, n'est-ce pas, très positives, et donc nous avons aussi pris le pouls, n'est-ce pas, des ambitions futures du président de la République pour le Togo, et la Banque africaine de développement, n'est-ce pas, compte apporter sa contribution en matière de conseil, mais aussi en matière de financement. De son côté, à la primature, le Premier ministre Comissé Lom Klassou a rencontré ce matin le comité de rédaction du statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement. Il était question de présenter le rapport des travaux à mi-parcours au chef du gouvernement. Notons que ce comité a été mis en place pour trouver réponse à l'une des revendications des enseignants, notamment le statut particulier des enseignants au Togo. Le compte-rendu des travaux avec Antoinette Pomao. Au revoir. Le statut particulier de l'enseignement, qui était l'une des revendications des enseignants au cours de cette année scolaire qui tire à sa fin, est en voie de trouver une solution. En témoigne cette rencontre du Premier ministre avec le comité de rédaction du statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement qui fait ici le point de l'évolution des travaux. Et le comité rassure quant à la rédaction de l'avant-projet portant statut particulier de l'enseignement. Dès notre consécration, sur instruction de son Excellence le Premier ministre, nous avons rencontré les acteurs, les responsables
des centrales syndicales, des fédérations d'enseignants siégeant au CPC, cadre permanent de concertation, les responsables de l'Union togolaise des associations des parents d'élèves et étudiants, les responsables de l'enseignement confessionnel catholique et protestant. Ces consultations se sont déroulées à Lomé. Et dans un esprit participatif, sur instruction du gouvernement, nous avons sillonné les 6 régions éducatives pour rencontrer les principaux acteurs régionaux de l'éducation. Et après ces consultations, le comité s'est retiré à 2 reprises à Palimé pour commencer la rédaction. Le comité a exploité les opinions, les contributions recueillies lors des consultations régionales. Le comité a exploité également les documents mis à disposition et le comité s'est inspiré des expériences des pays voisins en matière de gestion du système éducatif. Nous allons continuer les travaux. Nous sommes conscients de l'enjeu. Nous allons apporter notre proposition de texte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. La mise en place de ce comité illustre une fois encore la volonté du gouvernement à insuffler un nouveau dynamisme dans le secteur de l'éducation appelé à plus d'excellence. Des enseignants épanouis qui pourront mieux prendre en charge leurs élèves pour une réussite assurée. Réussite, il y en a cette année au BEPC au Togo et à 63,27%, une légère hausse par rapport à l'année dernière. C'est le constat fait ce mercredi à la proclamation des résultats de cet examen qui ouvre la porte du lycée à certains. Diane Melekib, Yves Agbivivi pour le compte rendu. Des cris et larmes de joie et de détresse. L'émotion est intense cette matinée du 26 juillet 2017 à la proclamation des résultats du BEPC au CEG Kanyasingbe et Yadema. Inconsolables, certains le sont parmi les ajournés. Pour ceux à qui les résultats de l'examen ont souri, ils expriment leur reconnaissance. Je ne m'attendais pas à cette réussite parce que c'est la 3e fois que j'ai passé le BPC. Parce que le travail que moi-même j'ai fait, je ne suis pas sûre que je serai admise. Je suis contente, je remercie mon Dieu. Après la pluie, c'est le beau temps. J'avais travaillé pendant 9 mois et puis j'ai récolté ma réussite. Je suis fière parce que je vends à seconde. Dans ce centre d'écrit, les résultats n'ont pas été reluisants. Sur 1004 candidats, seulement 378 ont obtenu leur brevet d'études du premier cycle, soit un taux de réussite de 37,64%. Mais apparemment, quand les candidats sont sortis, ils nous faisaient croire que tout était abordable. Quand on les avait interviewés, ils disaient que c'est abordable. Mais dans les corrections et dans les résultats, ils montrent qu'ils n'ont pas bien travaillé. Comparativement à l'année dernière, les résultats de 2017 sont acceptables, 63,27% contre 59,54% en 2016. Sur les 63,27%, on note 58,58% de réussite côté filles et 66,87% chez les garçons. Le ministère du Développement à la base et celui de l'économie et des finances ont procédé aujourd'hui à Lomé à la signature d'une convention et d'un avenant. La convention a été signée avec Orabank pour la mise en œuvre du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. L'avenant est lui signé avec la Banque africaine de développement BAD pour renforcer le financement du projet d'appui à l'insertion financière des femmes vulnérables mise en œuvre par le FNFI. Les précisions avec Tabitha Akako et Yves Agbivivi.
360 millions de francs CFA, c'est le montant de la ligne de crédit, objet de cette convention de prestation de services d'opérateurs financiers, une convention signée entre le ministère du Développement à la base et Orabank Togo en vue de la mise en œuvre du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paège SP. Une initiative cofinancée par la BAD et l'État togolais. En marge de la première, une autre signature, un avenant portant sur la composante 2 de l'accord de don, un appui à la mise en place d'un dispositif inclusif de financement d'un montant total de 1,173 unités de compte financé par la BAD. Si l'initiative est innovante selon le DG de Orabank, la convention de financement matérialise la dynamique des relations entre le gouvernement togolais et la BAD, selon le DG de l'Institution pour l'Afrique de l'Ouest. Nous prenons l'engagement, encore une fois, de mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour mener à bien les actions qui sont attendues de nous. Nous allons contribuer directement au financement, nous, Orabank, et nous pensons qu'au final, lorsque nous ferons le bilan de la réalisation de ce projet, tout le monde pourra se féliciter d'avoir aujourd'hui permis ce démarrage. Nous passons à une phase ultime qui est celle, n'est-ce pas, de la mise en œuvre pratique des ressources qui ont été mises à la disposition du pays. La mise en œuvre pratique, mais aussi créer l'impulsion qu'il faut pour la jeunesse togolaise. Ceci participe de la dynamique entre la Banque africaine de développement et le Togo. Cette dynamique qui s'est concrétisée maintenant par un portefeuille de 130 milliards de francs CFA. Le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances a exprimé la gratitude du gouvernement togolais à la BAD, gratitude pour le soutien sans relâche aux initiatives en faveur des populations togolaises. L'enveloppe globale se chiffre aujourd'hui à 130 milliards. Et nous nous réjouissons et nous avons pris bonne note que vous avez la ferme volonté et vous êtes engagé à en faire plus. La réussite de ce projet sera un encouragement à la BAD à poursuivre son appui au gouvernement togolais dans les projets novateurs présents et futurs. Environ 20 000 emplois, voilà l'opportunité qu'offre ces financements aux Togolais, une opportunité créée par le gouvernement togolais. La première convention est un avenant porte sur la lettre d'accord qui avait été signée il y a déjà quelques mois entre le gouvernement togolais et la BAD sur l'inclusion financière des personnes très vulnérables, notamment les femmes guéries de fistules, les portefeuilles, les femmes vivant avec le VIH/SIDA, les veuves, les handicapés. Et l'avenant qui a été signé aujourd'hui permet d'accélérer l'accès aux ressources qui sont prévues par la BAD pour accompagner l'État togolais sur ce dispositif particulier qui va être géré ensemble avec le ministère de l'Action sociale dans l'identification de ces personnes, et également en mettant en place une fenêtre particulière au sein du dispositif du FNFI. La deuxième convention, il s'agit de créer des partenariats sur des filières. Je rappelle que le coût total de ce programme est de 12,6 milliards, mais 5 milliards 360 millions vont être confiés à Orabank pour pouvoir refinancer les institutions de microfinance qui, à leur tour, feront des crédits aux jeunes. Créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers le renforcement de l'employabilité des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs porteurs, telle est la mission assignée au Paège SP. Un projet lancé par le chef de l'État le 24 avril 2016 et déjà 8 PME structurantes dans les filières soja, maïs et manioc, ainsi que 207 jeunes primo-entrepreneurs bénéficient de l'accompagnement du Paège SP. Et on en vient maintenant aux préparatifs du forum AGOA à Lomé, avec la fin de la formation des producteurs de tous les secteurs d'activité à Lomé sur justement ce 16e forum qui aura lieu à partir du 8 août prochain. C'est une initiative du programme d'entrepreneuriat des femmes africaines à Web Togo qui s'est engagé à
mobiliser, informer et communiquer avec les producteurs sur les thèmes et enjeux du Forum AGOA, édition 2017. L'objectif est de permettre aux producteurs, même les plus vulnérables, de tirer profit des opportunités de ce forum et surtout de la loi AGOA. Dodo Harry. Ces commerçants, producteurs et exportateurs s'approprient depuis quelques jours les principes et contenus de la loi AGOA qui met l'accent sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Ils sont aussi appelés à une meilleure maîtrise des critères d'accès au marché américain. Les institutions d'appui sont nombreuses et compétentes au Togo. Il faut absolument que nous travaillions avec ces institutions pour qu'avant de commencer la production, nous soyons déjà au courant de comment le consommateur le veut. Il faut absolument que chaque producteur intègre une capacité collective de production de toutes les manières possibles et à tous les échelons possibles. Le forum AGOA, tout le monde doit savoir comment, en tant que producteur, il va apprendre dedans. Si c'est la qualité, si ce sont les normes, si ce sont les partenariats, si c'est pour aller vers ECOWAS, si c'est pour aller vers la zone de l'Afrique centrale. Tout est dans ce même forum. Les producteurs sont donc interpellés à une production de qualité qui respecte les normes requises par ce mécanisme. Pour parvenir à exporter sur le marché américain et profiter des opportunités, certaines conditions et règles précises doivent être respectées. Ainsi, vous devez chercher à étudier la demande américaine, mutualiser les capacités de production pour être à même de répondre à des commandes conséquentes, innover et avoir des produits de qualité tant sur le contenu que sur le packaging. Une plateforme des producteurs a été mise en place à l'issue de cette sensibilisation pour leur permettre de mutualiser leurs capacités de production et tirer avantage des nombreuses opportunités qu'offre AGOA. On l'a donc compris, pour accéder au marché américain conformément à la loi AGOA, les produits togolais doivent se conformer aux normes du marché américain. Mais encore faudrait-il que les producteurs et transformateurs togolais maîtrisent ces normes pour orienter leur production en conséquence. Où en sont les producteurs togolais par rapport à ces normes et quelles sont-elles justement? Les réponses dans ce dossier réalisé par Clarisse Atikle. L'accès des produits industriels, artisanaux ou manufacturés africains au marché américain est libéralisé depuis 2000 pour permettre aux pays d'Afrique subsaharienne de créer de la valeur ajoutée. Ceci à travers une exportation à grande échelle et sans droit de douane. Et c'est grâce à la loi sur la croissance et les opportunités d'affaires en Afrique, AGOA. Loi qui exige des normes et modalités dans la production. Maopé Kani, promoteur du thé Bissap Bio, met déjà tout en œuvre pour que son produit accède au marché américain. Si vous êtes dans le domaine de l'agroalimentaire, il faut que votre produit soit certifié par le ministère de l'Agriculture à travers le service de l'ITRA. À part ça aussi, on nous a parlé du packaging. Il faut que notre packaging soit acceptable pour que le produit soit vendable sur le marché international. Le thé Bissap, j'ai eu à corriger l'aspect de la boîte. Comme ils me l'ont dit, actuellement je suis sûr que je suis prêt. Les exportations sous AGOA, plus précisément ceux du secteur agro-industriel, doivent en effet répondre aux normes sanitaires et phytosanitaires internationales. À cela s'ajoute la qualité et la quantité des produits à exporter. Si par exemple une société américaine vous demande de lui fournir 10 000 boîtes à l'espace de 2 jours, est-ce que vous avez la possibilité? Est-ce que vous avez les ressources humaines? Est-ce que vous avez du côté financier? Est-ce que vous avez les matières premières? Il faudrait aider bon nombre d'entrepreneurs qui innovent de façon conséquente pour que nous puissions être présents au forum AGOA. Je suis au sein d'un Kérézé où 3 jeunes ils sont en train de s'organiser pour participer au forum AGOA. Mais au niveau de leur stand, vous verrez peut-être 3 ou 4 produits. Dès qu'ils arrivent à décrocher le marché, celui qui est leur représentant reviendra vers eux pour leur dire vous avez décroché le marché. Maintenant, il leur revient d'être en contact avec la société américaine qu'il faut pour pouvoir mettre leurs produits à disposition de l'État américain.
Véritable opportunité pour rendre compétitifs les produits agricoles africains dans un environnement hautement concurrentiel. AGOA est donc une aubaine à saisir par les petits producteurs pour la promotion de leurs produits à l'international. Des productions qui respectent également les normes environnementales. C'est à cela que s'attelle le projet Gestion des pesticides et les bonnes pratiques agricoles. Une formation a été initiée à Takamé dans ce cadre pour orienter les producteurs sur le choix des meilleurs pesticides adaptés à l'agriculture et les éduquer sur leur bonne gestion en vue de limiter les risques de contamination. Le compte rendu sur place avec notre correspondant Sylvain Abdou. L'utilisation rationnelle et sécurité des pesticides pour la bonne pratique agricole est l'exercice auquel s'adaptent ces producteurs des différentes sociétés coopératives de la préfecture de Logou. Une formation pour les appuyer et les amener à acquérir des compétences pratiques modernes, notamment dans l'identification et l'usage des pesticides en vue de réduire progressivement les risques liés à l'organisme, mais plutôt d'atteindre l'objectif fixé, celui d'accroître le rendement. Quelles sont les familles de pesticides qui existent? Donc, ils doivent connaître les familles chimiques de pesticides qui existent. Ensuite, quels sont les modes d'action de ces pesticides-là? Parce qu'ils vont maîtriser ça, on va leur apprendre à identifier quels sont les pesticides qui sont les moins dangereux dans l'agriculture. Et ensuite, maintenant, il faut qu'on leur apprenne les bonnes pratiques d'utilisation de ces pesticides-là pour réduire quand même ces risques-là dans l'agriculture. La session est soutenue par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP pour répondre à la mise en œuvre de la politique agricole entreprise par le gouvernement. Nous faisons du renforcement de capacité notre credo. Nos équipes, en coordination avec le formateur qui a été désigné pour assurer cette formation, procéderont au suivi régulier sur le terrain à travers des visites aux agriculteurs pour voir comment ils sont en train d'exercer le métier après la formation. À travers ces différentes initiatives, le gouvernement impulse une dynamique au secteur agricole dans l'optique d'accompagner les producteurs à assurer une bonne performance et une meilleure productivité. Peu de pesticides, mais des engrais bien étudiés pour les agriculteurs. Le ministre en charge de l'agriculture a procédé justement au lancement de la vente d'engrais subventionnés aux producteurs vulnérables de la préfecture de Tiamba. Et la cérémonie s'est déroulée au magasin Kajia de la localité. Sur place, la correspondance de Lamarck Bojona. Les producteurs vulnérables de la préfecture de Tiamba sont entrés en possession de leur engrais subventionné. La cérémonie de lancement de la vente de cet engrais a été présidée par le ministre de l'Agriculture, le colonel Urokura Gadazi. Ce lancement s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Agri-PME qui a pour objectif d'assister les producteurs vulnérables en matière d'intrants agricoles suite à la libéralisation de la vente d'engrais par l'État aux entreprises privées. La réforme des engrais est intervenue depuis l'année dernière et donc nous sommes à notre deuxième année d'exécution de cette réforme. Donc il était nécessaire de venir sur le terrain constater la remise officielle des engrais subventionnés. Nous avons déjà une annonce de 110 000 tonnes, une annonce faite par les 22 sociétés privées qui veulent accompagner le gouvernement togolais dans cette réforme qui a été engagée l'année dernière. Donc sur les 110 000 tonnes annoncées, nous avons déjà une mise en place de 52 000 tonnes d'engrais sur l'ensemble du territoire contre 30 000 tonnes d'engrais avant la réforme. C'est vous dire que la réforme qui a été lancée par le gouvernement fait déjà des résultats en termes de quantité à distribuer. En échangeant avec les bénéficiaires du projet sur les réformes entreprises par le gouvernement, le ministre a indiqué que grâce à ces réformes, les producteurs peuvent, contrairement aux années précédentes, se procurer d'engrais en quantité suffisante afin d'obtenir de meilleurs rendements. Les bénéficiaires saluent cette politique du gouvernement. Ces 3 sacs d'engrais vont me permettre pour cette saison d'augmenter mon rendement. Avant, je faisais
demi à un quart, mais je ne mettais pas tellement d'engrais. Et cette fois-ci, je compte vraiment suivre les techniques itinéraires que nos conseillers nous donnent par rapport à la quantité qu'il faut apporter à nos plants. C'est aussi le lieu pour nous aussi de remercier sincèrement le gouvernement pour l'initiative. Je suis bénéficiaire de AgriPME, je suis contente que nous les femmes aussi, nous avons bénéficié de l'AgriPME et nous remercions le chef de l'État pour tous ces bienfaits. À travers le projet AgriPME, l'État octroie une subvention de 3 000 francs CFA aux producteurs vulnérables pour l'achat d'engrais dont le sac de 50 kg est estimé à 13 750 francs CFA. Un millier de producteurs a été ciblé à Tchamba pour cette opération et sur le plan national, le projet couvrira environ 100 000 paysans. Autre titre de ce journal, dans la zone industrielle, le gouvernement a concédé des parcelles à des acteurs privés pour l'installation d'industries. Ceci pour promouvoir le secteur et offrir par la même occasion des emplois aux jeunes. Le ministre en charge de l'industrie et du tourisme a fait une descente sur le terrain ce matin dans la zone industrielle à la rencontre de ces entreprises privées et voir si les activités sont conformes au contrat. Serge Tastom, Augustin Kossi. Accès interdit, propriété privée, des écriteaux qu'on peut lire ici dans la zone industrielle du Togo. Des terrains concédés par l'État au privé pour mener des activités industrielles. Parmi les sites que voici, certains sont délaissés et d'autres loués par certains acteurs en dépit du contrat qui les lie à l'État. On n'est pas des démarcheurs qui nous ont trouvé l'emplacement. Et puis on a rencontré un monsieur qui nous a dit qu'il était le propriétaire. Nous avons discuté avec lui. Finalement, nous on estimait pouvoir trouver l'emplacement peut-être à 400 000 ou 500 000 francs. Et c'est venu à 850 000 francs. Donc nous lui avons versé 10 200 000 pour pouvoir 6 mois de loyer, 6 mois de caution. Et c'est comme ça que nous avons pris la place. Et nous avons maintenant fait des demandes officielles. Et quand nous avons fait les demandes officielles, nous sommes partis demander au ministère de l'Industrie, où nous avons déposé un dossier pour demander d'avoir l'autorisation d'installation. Et on ne nous les a pas accordés en même temps. Et on s'inquiétait et on est revenu à plusieurs reprises quand on nous a dit oui, on ne peut pas vous donner parce qu'il y a un souci. Les constats diffèrent d'un site à un autre. Par endroit, à la place des supposées industries, des champs et domiciles clandestins. Le ministre de l'Industrie et du Tourisme est venu sur les sites pour constater ce qui s'y fait et au besoin appeler les responsables au respect des clauses et réinstaurer la discipline dans le secteur. Nous avons envoyé un courrier à l'adresse de tous les bénéficiaires de parcelles de l'État qui avaient pour objet de créer des entreprises industrielles. Et depuis de nombreuses années, rien n'a bougé. Et donc, nous étions obligés de procéder à un courrier pour signifier une résiliation de contrat. Et suite à cela, il y a eu un certain nombre de réactions. Et nous pensons pouvoir, sur la base de ces réactions, voir s'il y a un léger mieux, s'il y a une réaction positive par rapport à la mise en œuvre du contrat, qui est la résiliation. Mais malheureusement, c'est le statu quo pour l'essentiel. Nous avons la charge de veiller à ce que la discipline s'instaure dans le secteur. Réorienter donc les démarches pour l'acquisition des sites dans la zone industrielle pour créer plus d'emplois, c'est l'ambition du gouvernement. Le ministère de l'Industrie convie les opérateurs économiques désireux de s'installer dans la zone industrielle au respect de la réglementation en vigueur pour la création d'une industrie. Succès diplomatique, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier le coup de force de Paris en réunissant hier les deux frères ennemis de la Libye. Dans une déclaration en 10 points, le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayed al-Sharraj, et l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, s'accordent sur un cessez
cesser le feu et sur l'organisation d'élections présidentielles et législatives en 2018. Du Conseil, Fayez El-Sarraj, ressemble à une réussite diplomatique. Tout au long de cette journée, la France a tenté, avec pragmatisme, comme le dit le ministre des Affaires étrangères, d'avancer vers une sortie de crise. Beaucoup d'observateurs pensent, il est vrai, que la France a une grande responsabilité dans la situation chaotique actuelle. Le peuple libyen mérite cette paix et nous la lui devons. Et la Méditerranée a besoin de cette paix. Une déclaration commune, c'est une avancée historique pour le président français, le seul à s'exprimer lors de la conférence de presse finale. La dernière rencontre des protagonistes libyens à Abu Dhabi n'avait accouché d'aucun texte commun. Celui-ci, qui s'appuie sur l'accord politique du 17 décembre 2015 à Skirat, promet beaucoup. Le cessez-le-feu d'abord, sauf dans le combat contre le terrorisme, un dialogue politique inclusif avec tous les groupes, réunification des forces militaires, la feuille de route, ils veulent tous le croire, rassemble tous les ingrédients d'une réconciliation nationale jusqu'à la prévision de prochaines élections. Je vous confirme qu'il y a bien un accord pour aller sur un processus électoral qui se tiendra au printemps. Déclaration ambitieuse au regard de la situation actuelle, même si Sarraj et ses troupes à l'Est ont été jusqu'à reprendre Sirte à Daesh, même si Haftar et ses hommes à l'Ouest ont totalement libéré Benghazi, le terrain libyen reste une zone de guerre où les trafics d'armes et d'humains prolifèrent. Retour au Togo où on a célébré avec quelques jours d'écart à Lomé l'anniversaire de l'indépendance de la République arabe d'Égypte. Hier, c'est au musée national que l'ambassadeur d'Égypte a convié ses invités pour redécouvrir la civilisation de son pays, mais également célébrer la coopération égypto-togolaise vieille de 57 ans. Ferdinand Diassoa, Luc Assi. 1952, un groupe de jeunes officiers prend le pouvoir en Égypte et renverse le roi Farouk Ier à la suite d'une révolution populaire. Il installe à la tête du pays le général Naguib et restaure la pleine indépendance de l'Égypte après son 10 ans de tutelle britannique. Ce sont 5 ans après cette accession de la République arabe d'Égypte à la souveraineté internationale, l'ambassadeur d'Égypte au Togo, entouré des membres du gouvernement et du corps diplomatique, célèbre l'événement dans le jardin du Palais des Congrès de Lomé. En espérant qu'à travers cet rapprochement avec l'Afrique, et spécialement ici avec le Togo, que l'Égypte va continuer d'avoir sa rôle, on peut dire, important parmi les pays africains, parmi les pays frères et sœurs africains, dans le cadre de la coopération sud-sud. Je suis très satisfait, je suis très content au niveau des relations. Maintenant, au niveau des deux présidents qui partagent leur vision, leur mission pour l'Afrique, pour les deux pays, les relations entre les deux pays, mais aussi avec l'état de visite qui Son Excellence a effectué en Égypte et la signature de plusieurs mémorandums d'entente, mais aussi avec des projets qui vont venir. Ce jubilé de palissandre coïncide avec le 57e anniversaire de la coopération égypto-togolaise. 57 années au cours desquelles l'excellence des liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays s'est vue renforcée par diverses actions menées sous l'égide des chefs d'État qui se sont succédés à la tête des deux nations. L'Égypte est le symbole de la fierté africaine dans le monde et le Togo se réjouit d'avoir des relations privilégiées avec votre pays. Les relations entre le Togo et l'Égypte sont historiques, vous venez de le mentionner, et nous sommes tous, à vrai dire, ou à dire vrai, des Égyptiens au nom de la fraternité africaine. Les Togolais ont d'ailleurs toujours traité les ressortissants égyptiens au Togo dans un esprit de fraternité et d'hospitalité. La cérémonie qui nous rassemble m'offre également l'agréable occasion de réaffirmer l'importance que notre pays attache à sa coopération avec votre pays. Une coopération qui se construit au fil des ans par la clairvoyance de nos dirigeants respectifs, notamment le président Faure Essozimna Gnazingbe et votre président Abdel Fattah al-Sisi,
qui ont d'ailleurs impulsé ces dernières années une nouvelle dynamique de resserrement. Cette dynamique se traduit par des rencontres au sommet entre nos deux pays et ponctuée par des accords de coopération dans des secteurs clés et porteurs pour répondre aux aspirations légitimes de nos populations respectives. Cette soirée anniversaire a été ponctuée d'une visite guidée au Musée national du Togo, un musée qui abrite depuis le début du mois de juillet 2017 quelques pièces précieuses de l'histoire grandiose de la République arabe d'Égypte. Et puis un mot des 8e Jeux de la francophonie avec cette bonne nouvelle pour notre pays. Le Togo reçoit une médaille de bronze dans la catégorie du lancer du disque homme. Et c'est en l'honneur de Essoro Namondom Chalim avec une performance de 50,47 mètres. Et voilà, c'est sur ces belles images que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Soussoupo pour la dernière édition du journal.